Vous nous suivez de partout à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur Télé 50. Quoi de neuf en RDC? Eh bien, ce sont les concertations nationales initiées par le chef de l'État Joseph Kabila et les travaux se poursuivent dans les États généraux. Nous en parlons dans ce magazine avec l'un des délégués aux concertations nationales. Il fait partie du groupe thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Chéribin Okende, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes également cadre de la majorité présidentielle et président du Front social des indépendants républicains, c'est bien ça? C'est ça. Alors, à quelques jours de la fin des concertations nationales, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait au sein de votre groupe thématique? Au sein de notre groupe thématique, je peux cerner trois grandes étapes. La première étape était celle de l'expression et harmonisation des termes de référence. La deuxième étape concernait les états des lieux. Et troisième étape, la mise en commun des recommandations. Pour mieux préciser toutes ces étapes à l'intention des téléspectateurs, je dois indiquer que la phase de termes de référence avait essentiellement comme objet la lecture de chacun, donc la mise dans l'agenda de chacun de problèmes que chaque composante avait estimé indispensable par rapport à la thématique de gouvernance, de l'état de droit, de la démocratie et de réforme institutionnelle. En fait, qu'est-ce qui cloche dans notre pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans le sens de la gouvernance, de l'état de droit, de la démocratie et du fonctionnement des institutions et qui mettrait en mal la cohésion nationale. Et vous comprendrez que nous avons démarré ces concertations sur une trame de suspicion. Il y a les uns les autres se soupçonner du côté particulièrement de l'opposition, que nos compatriotes pensaient que la majorité avait un agenda caché. Il fallait donc rassurer. Dieu merci, le chef de l'État, dans son discours d'orientation, avait été l'on ne peut plus clair. Il n'y aura pas de questions taboues, il n'y a pas d'agenda caché et les gens devraient s'exprimer en toute liberté et parler de tout et de rien pourvu que nous convergions nos points de vue, nos visions, nos aspirations vers la cohésion nationale. Et donc vous comprendrez que la première étape aura été une épreuve de feu où chacun devrait éprouver justement la sincérité des uns des autres. Et quels sont les points de divergence qui ont été relevés pendant les débats? Bon, d'abord, en ce qui concerne les termes de référence, donc bien entendu, chacun avait à inscrire son point tel qu'il l'entendait. À ce niveau-là déjà, bon, il y avait des recoupements qu'on pouvait retracer, mais la ténacité de chaque composante, c'est de garder sa formulation. C'est ce qui ne nous a pas rendu la tâche aisée, mais en faisant de recoupements de fond, les gens disaient la même chose, mais peut-être à des termes différents. C'était une difficulté d'approche. Même dans la lecture des états des lieux, je peux prendre un exemple sans stigmatiser les divergences en soi, parce que nous sommes dans un processus consensuel. Il faut construire le consensus, nous prendrons des décisions ensemble. Je prends l'exemple de la démocratie. Lorsque certains compatriotes estiment qu'il y a absence totale de démocratie en République démocratique du Congo, il y avait quand même lieu de pouvoir réajuster le tir. Parce que aujourd'hui, notre pays en matière de démocratie n'est pas pareil en 1965, n'est pas pareil en 1980, n'est pas pareil en 1989, n'est pas pareil en 2001, n'est pas pareil en 2006. Donc il y a des avancées significatives qu'il faut relever. Si je parle de 1980 notamment, à ce moment-là, lors de la dictature du maréchal Mobutu, il suffisait que quelques députés parlementaires écrivent une lettre ouverte au chef de l'État pour qu'il soit jeté en prison, d'autres relégués, torturés. On connaît l'histoire des 13 parlementaires dans ce pays et certains sont encore en vie, certains sont encore actifs dans la politique. Je prends l'exemple de Etienne Tshisekedi, je prends l'exemple de Kungu Akumwanza, je prends l'exemple de tant d'autres qui ont fait partie des 13 parlementaires. Mais aujourd'hui, les gens peuvent passer même sur Télé 50
pour critiquer l'action de Joseph Kabila, c'est pas pour autant qu'on les jettera en prison. Donc je crois que en dehors de cet exemple qui est suffisamment illustratif, il y en a beaucoup qui nous démontrent que dans notre cheminement vers la démocratie, il y a des acquis, mais il y a encore à faire. Oui, dans votre groupe thématique, vous parlez aussi de la gouvernance. Alors, comment peut-on arriver à une bonne gouvernance en RDC? D'abord, le constat est implacable. Nous sommes dans notre pays en train de vivre un paradoxe incompréhensible. Un pays fabuleusement, scandaleusement riche, avec un peuple scandaleusement pauvre. On doit se poser des questions. Pourquoi cet état de choses? Globalement, depuis 1960, notre grande pesanteur, c'est la gouvernance, la manière dont nous gérons nos institutions, dont nous recherchons ou nous gérons la chose publique. Et à ce moment-là, comment on peut arriver à la bonne gouvernance? C'est bien simple. Il faut s'investir dans la transparence. Il faut s'investir aussi dans la participation. Il faut, dans une bonne gouvernance, avoir des indicateurs d'un véritable état de droit. Rassurez-vous que dans les recommandations des concertations nationales, nous aurons posé des jalons pour une véritable bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Et à votre avis, sur quoi devra reposer fondamentalement les réformes institutionnelles? Il faut voir maintenant le fonctionnement de nos institutions. Est-ce que tout va pour le mieux? Nous disons non. Je prends un exemple. La justice. Aujourd'hui, et d'ailleurs, toutes les composantes aux concertations ont été unanimes pour dire qu'il y a un dysfonctionnement viscéral de la justice en République démocratique du Congo. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas assurer le bien-être de la population, on ne peut pas rechercher l'intérêt général lorsque tout le système est laminé par la corruption et l'impunité. Et lorsqu'on voit comment l'administration de la justice est faite dans notre pays, on se pose des questions. À quand la solution efficiente? Donc, réforme institutionnelle, nous devons voir dans le fonctionnement de nos institutions ce qui ne marche pas et prendre des mesures pour que ça puisse marcher. Une batterie de recommandations concernera la justice pour que ça soit une justice juste et équitable au profit du peuple congolais et lutter contre l'impunité, lutter contre des détournements, lutter contre tout ce qui est en train de laminer aujourd'hui la recherche de l'intérêt général dans notre pays. Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre concrètement des concertations nationales? De un, nous avons tous besoin de la cohésion nationale. Nous sommes dans une sorte de fracture. Cette cohésion nationale, ce n'est pas simplement entre les politiciens que nous sommes, parce qu'au fait, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, nous constituons cette classe politique avec nos faiblesses réelles. Nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître ces faiblesses-là parce que finalement, depuis 1960, nous ne sommes pas encore arrivés à répondre aux desiderata du peuple congolais. Il y a encore l'emploi qu'il faut rechercher, des salaires décents, des logements convenables, la santé, l'éducation, tout ce problème-là nous interpelle. Donc le peuple congolais, lorsque nous aurons rempli les conditions dans notre leadership d'une cohésion nationale, nous devrons tous nous atteler à répondre aux questions essentielles et existentielles de la population. C'est ce que le peuple congolais devra attendre de ces concertations, puisque au fait, nous sommes en train de consolider la véritable refondation de l'État congolais et c'est à travers cette refondation-là qu'on devra attendre les fruits, les résultats positifs qui pourront nous permettre de relever nos défis de grandeur au cœur de l'Afrique. Et qu'est-ce qui explique cet engouement des Congolais à vouloir à tout prix prendre part aux concertations nationales alors que ça n'a pas été le cas lors du dialogue intercongolais et on a même attrapé des Congolais qui ont falsifié les badges pour prendre part à ces concertations? Déjà, le fait de frauder est une perversion et il ne faut pas encourager. Ça fait très mal et ça fait honte. Vraiment. Mais au moins l'intérêt que tous les Congolais portent à ces concertations est positif. Cela veut dire que le Congolais ne veut plus rester en marge des questions d'État
qui procède de sa vie, de sa gestion. Et c'est cela aussi le véritable thermomètre de la démocratie. Le citoyen doit être impliqué dans tous les enjeux qui concernent la vie nationale. Donc, il ne faudra pas imaginer une cohésion nationale lorsque le peuple est indifférent. Comme il est intéressé à ces concertations, d'ailleurs, ça nous motive, ça nous surveille, nous politiciens, pour dire que non, M. Chérubin Okende, n'allez pas au palais du peuple pour aller plaider pour votre cause personnelle, pour aller chercher votre intérêt personnel, essayer de vous mettre au diapason de véritables hommes d'État pour rechercher l'intérêt général. Donc je pense que l'engouement ou l'intérêt que le peuple congolais porte aux concertations renforce notre perception de la chose, que le chef de l'État n'a pas vu à côté. Il a vu juste qu'il manquait dans ce pays-là la cohésion nationale et lui, fort de ses prérogatives constitutionnelles, il devrait, en tant que garant de la nation, appeler tous ses compatriotes de bonne foi pour que nous puissions nous concerter. Cela veut dire réfléchir ensemble pour décider ensemble. Et lors de l'ouverture des concertations nationales, le chef de l'État a précisé que les débats se dérouleront en toute liberté et sans contrainte. Vous qui êtes délégué aux concertations nationales, est-ce que les débats se déroulent réellement comme le veut le chef de l'État? Effectivement. Même nous, de la majorité, nous avons été suffisamment sensibilisés pour dire que nous devons, vis-à-vis de nos compatriotes, de la société civile et de l'opposition, avoir un comportement, une attitude positive, de respect mutuel, de tolérance. Donc, il faudra que nous nous attendions, parce que c'est nous qui avons la main à la pâte. Pour le moment, en tant que majorité, nous ne devons pas nous dérober de nos responsabilités. S'il y a des reproches que nos compatriotes formulent, nous devons être suffisamment détachés pour écouter ce reproche-là. Mais cela n'empêche pas que, s'ils ont mal compris, pour formuler de mauvais reproches, cela n'empêche pas que nous aussi, nous puissions éclairer leur lanterne pour qu'ils comprennent que non, dans la gestion effective, tel ou tel autre aspect ne devrait pas être appréhendé tel qu'ils le font. C'est ça l'ouverture du débat, un débat plutôt républicain qui devrait mettre tout le monde ensemble. Et je pense que l'attitude de nos compatriotes de l'opposition est aussi à féliciter, parce que au-delà de quelques diatribes qui sont tout à fait normales dans pareilles circonstances, nous avons aussi senti ce souci de construire un grand Congo, de nous définir, nous tous, par rapport aux fondamentaux de notre État, sans partisanerie politique. Je crois que c'est cela le début d'un véritable pacte républicain qui ne devra pas voir les colorations politiques quand nous parlons de la République. Quitte à nous, après, lorsque chacun a sa vision, d'appliquer sa vision de sa manière, parce que nous sommes tous redevables vis-à-vis du peuple. Et après plusieurs jours de travaux, est-ce que les concertateurs ont été à la hauteur des attentes de la population? Moi-même étant dans les concertations, je risque d'être jugé parti. Tout mon souhait est que nous puissions cheminer harmonieusement jusqu'à la fin des concertations, quitte à vous de juger maintenant. C'est le peuple qui devra juger de notre sérieux, quelles sont les orientations ou les recommandations que nous allons formuler, et après le peuple, c'est le chef de l'État lui-même qui a convoqué les concertations nationales. Nous verrons bien si nous avons été à la hauteur des attentes et du chef de l'État et du peuple congolais. Ce que nous recherchons, en tout cas, madame, rassurez-vous, c'est la cohésion nationale, c'est la communion entre Congolais, parce que des menaces de balkanisation de notre pays, ce ne sont pas des menaces spécieuses, non, elles sont réelles. Et si nous perdons le Congo aujourd'hui, nous n'aurons plus, même nous, opérateurs politiques, le terrain de prédilection pour faire de la politique. Donc nous devons nous placer à un niveau de transcendance pour que nous privilégions d'abord le Congo. Et je pense qu'en voyant ce qui est en train de se passer, vous et le peuple ne serez pas déçus des résolutions. Une dernière question, Chérubin Okende. Pensez-vous qu'il y aura la formation d'un gouvernement d'union nationale à la fin de concertation nationale, comme annoncé par Léon Kengo Adondo, alors que le chef de l'État n'a pas fait allusion à ça lors de l'ouverture des concertations nationales? Bon, je ne répondrai pas d'une manière fermée à la question. Je dis que
La recherche de la cohésion nationale a aussi des implications. Nous devons arriver à un consensus fondamental, c'est-à-dire